On va accepter au fur et à mesure. Alors, bonsoir à tous. Je me présente. Je m'appelle Mounia Benada. Je travaille chez Duolife en tant que distributrice, comme beaucoup d'entre vous qui êtes là ce soir. Et je suis également ambassadrice de la fondation de la société, donc la World Healthy Foundation. Et nous avons le plaisir ce soir de nouveau de vous écouter. Docteur Michalak, je vais vous présenter rapidement avant de vous laisser la parole pour qu'on ne perde pas trop de temps sur cette soirée. Donc, vous êtes médecin généraliste à Marseille, expert en micronutrition et en médecine fonctionnelle. Vous êtes passionné donc de nutrition et de médecine fonctionnelle et titulaire de plusieurs diplômes, dont un DIU de diététique et alimentation santé de Marseille et un autre en alimentation centrée micronutrition de Dijon. Donc, vous participez à de nombreuses études cliniques et vous êtes en formation continue et vous participez donc à de nombreux congrès. Et vous nous faites le plaisir ce soir de nous parler d'un sujet qui nous intéresse grandement, donc les maladies cardiovasculaires. Je vous laisse la parole et encore bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous pour ce nouveau webinaire sur la santé. Alors, attendez, je ne me rappelle plus comment on fait pour partager l'écran. Voilà. Donc, ce soir, c'est les maladies cardio... Ah non, pas encore. Attendez, je ne me rappelle plus du coup comment. Je ne sais pas si c'est le retard, ça m'a... Prenez quelques inspirations, ça va. Ça m'a perturbée, je ne sais plus comment faire maintenant. Alors, voilà, attendez. Donc, partager l'écran. PowerPoint. OK. Et PowerPoint, on va le lancer. C'est bon. Voilà, c'est parti. Et encore, je me mets dans le coin là, sinon je vous... Voilà, c'est parti. Donc, maladies cardiovasculaires, comment les prévenir? Donc, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Nous avons tous peur de maladies cardiovasculaires. Nous guettons notre taux du cholestérol à l'affût de moindre alerte qui pourrait donc être à l'origine d'un début de maladie cardiovasculaire. Mais maintenant, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, nous allons voir ensemble. Les maladies cardiovasculaires au sens large, c'est quand même un problème de santé publique très important. Il conduit à plus d'1 million d'hospitalisations pour toute maladie cardiovasculaire confondue par an. C'est la première cause de mortalité dans le monde, juste avant le cancer. En France, c'est la première cause de mortalité chez la femme et la deuxième cause de mortalité chez l'homme. Donc, le cancer chez l'homme est en premier lieu et le cancer est en deuxième position chez la femme. Donc, ça, ce sont les données de Santé Gouv France. Donc, c'est des données officielles qui sont préoccupantes. Donc, nous sommes tous de près ou de loin, tous concernés par ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe que nous arrivons aujourd'hui à cette proportion épidémique pratiquement donc de maladies cardiovasculaires? Est-ce que le mode de vie moderne de l'homme consommateur sédentaire que vous voyez sur la diapo, est-ce que ça a conduit à une modification de nos gènes qui conduisent donc vers cette évolution des maladies cardiovasculaires ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer cette évolution? Eh bien non, les gènes sont toujours les mêmes depuis l'origine, la nuit des temps, mais c'est notre alimentation qui a changé. En 2 ou 3 générations, nous sommes passés d'une alimentation saine, traditionnelle, sans produits transformés, vers une junk food, vers une malbouffe généralisée où pratiquement trouver les nutriments de qualité devient un parcours du combattant. On se trouve toujours en fond de rayon du supermarché. Même les fruits et légumes ne sont pas de super qualité car ils sont élevés avec cultivés avec des pesticides et d'autres engrais artificiels. Et donc, l'homme a vécu pendant 1 200 000 générations
symbiose avec son environnement, en accord avec son génome, en harmonie. Donc, entre le festin et la disette, ça veut dire qu'il y avait des périodes fastes où il mangeait davantage et ce qui n'a pas digéré immédiatement, ça a été mis pour plus tard, donc ça veut dire stocké pendant la disette, donc utiliser les réserves qui ont été faites pendant la période faste et il fonctionnait parfaitement. Les maladies cardiovasculaires quasiment n'existaient pas, ils mouraient plutôt de traumatisme ou de maladies infectieuses. Donc la 2-3 dernières générations on vit dans une super abondance de nourriture qui conduit de sous-alimentation à une suralimentation avec une dénutrition micronutritionnelle et même macronutritionnelle dans beaucoup de cas. Et c'est chez ces personnes-là, cette situation fait le lit des maladies cardiovasculaires. Et donc, notre génome qui n'a pas été habitué à ces fonctionnements, il subit les tsunamis donc, de cette superalimentation. Et donc, tous les gènes qui n'ont pas été exprimés depuis des millénaires, ils s'expriment pour faire face à cet afflux de malbouffe et de surabondance de nourriture. Alors, c'est quoi les maladies cardiovasculaires? Donc, c'est un ensemble de troubles qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc, en fonction de la partie du corps où elle se présente, donc, on peut donc, distinguer les vaisseaux qui alimentent les muscles cardiaques. Ce sont des artères coronaires, donc, qui sont responsables de la plupart des maladies cardiaques. Donc, ça s'appelle les coronaropathies, les artères coronaires. Et donc, les maladies s'appellent coronaropathies. Elles sont responsables donc de ischémie, de manque d'oxygénation du cœur qui conduit dans les cas extrêmes à l'infarctus. D'accord? Après, il y a le cerveau où on a des AVC, où les AVC constitués qui laissent les séquelles définitives, où il peut y avoir les AIT, donc les accidents ischémiques transitoires, où les symptômes régressent spontanément, où il peut y avoir aussi les accidents hémorragiques qui laissent souvent des séquelles plus importantes. Aussi, donc, il y a les maladies cardiovasculaires, donc vasculaires dans ce cas. On a au niveau des bras et des jambes, le bras c'est plus rare, c'est surtout au niveau des membres inférieurs, ce qu'on appelle artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Souvent chez des patients tabagiques qui surconsomment de l'alcool. On peut avoir donc ce genre de troubles. Les malformations cardiaques, les obstructions des veines sont des maladies cardiovasculaires, mais ce ne sont pas des maladies cardiovasculaires, comment dire, épidémiques dans lesquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui nous intéressent prioritairement dans la nutrition. Donc, d'où viennent toutes ces maladies cardiovasculaires? Comment elles se constituent? Donc, le dénominateur commun de toutes ces maladies, c'est l'athérosclérose. L'athérosclérose, donc, c'est un épaississement des vaisseaux sanguins, des artères de petit, moyen et grand calibre, dans lequel se déposent des plaques d'athérome. Artériosclérose, donc c'est une maladie très ancienne. Premier homme chez qui on a trouvé l'athérosclérose, les artères épaissies, c'était Otzi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette momie qu'on a trouvée dans le sud des Alpes il y a une vingtaine d'années. Donc l'autopsie a découvert qu'il souffrait d'une artériosclérose, donc il y avait des artères épaissies et donc les médecins anthropologues ont conclu que c'était une personne âgée. Donc ce processus fait quand même partie du vieillissement de l'organisme. Quand ça vient accélérer chez les personnes plus jeunes, là, ça devient problématique. Même chez les momies égyptiennes, également, on a pu constater le même phénomène.
Et donc, quand il y a l'athérosclérose survient, donc soit par l'épaississement seulement des artères, ou quand il y a les plaques d'athérome qui se constituent pendant des années, donc ça conduit à l'apparition des AVC, donc accidents vasculaires cérébraux, ou les infarctus cardiaques. Quoique l'accident vasculaire cérébral, c'est un infarctus du cerveau. Donc, c'est obstruction des vaisseaux qui irriguent les tissus ou les organes, donc le cerveau, le cœur, aussi au niveau des jambes. En ce moment-là, nous avons des ischémies des jambes qui nécessitent également des interventions médicales. Alors, comment ça se fait que l'athérosclérose survient dans l'organisme? Donc, il faut le savoir que là, donc, on a depuis quelques années, il y a un changement un petit peu du dogme d'apparition de l'athérosclérose. On connaît bien tous ces mécanismes physiopathologiques qui conduisent à l'apparition donc de ces fameuses plaques d'athérome que tout le monde redoute tant. Et on le sait maintenant que l'athérosclérose, donc la maladie de vaisseau, c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc c'est un processus inflammatoire chronique très lent qui conduit donc à cet épaississement et à la destruction de la paroi des vaisseaux sanguins qui est liée donc à l'oxydation. Et donc, ça commence au niveau de la couche interne donc des vaisseaux sanguins qu'on appelle l'endothélium, qui par les stress oxydants, donc les radicaux libres, est abîmé, il est altéré et donc devient perméable. Si dans les vaisseaux sanguins il y a cholestérol oxydé qui passe, en ce moment-là, il est détecté par les cellules donc des systèmes immunitaires, les macrophages, en tant que substance étrangère au corps, puisqu'il est oxydé, donc il n'est pas reconnu comme appartenant à l'organisme. Et il est donc absorbé par ces macrophages pour l'éliminer du système, et c'est lui qui est à l'origine de ces plaques d'athérome. D'accord? Donc les macrophages deviennent les cellules spumeuses, celles qui emmagasinent ce cholestérol oxydé. Et donc, à partir du moment où cette réaction se met en place, il y a tout ce processus inflammatoire avec recrutement des copains qui viennent à la rescousse et toutes les hémokines, bradykinines, interleukines et compagnie, tout ce processus inflammatoire est en place et donc ça abîme toute la paroi artérielle sur toute la longueur et donc pratiquement dans tout l'organisme si le processus est généralisé. Voilà. Okay. Donc ce vieillissement et cette formation des plaques d'athérome initiées par cholestérol oxydé et altération de la paroi interne donc de vaisseau sanguin, l'endothélium, elle est favorisée par l'intoxication par le tabagisme, le cholestérol oxydé évidemment donc qui favorise également la plaque d'athérome, mais il y a aussi d'autres facteurs qui accélèrent donc cette oxydation chronique et cette inflammation chronique. C'est l'hypertension qui conduit à raidissement des vaisseaux sanguins, donc à l'altération des fibres du collagène qui sont contenues dans les vaisseaux sanguins. Donc trop de radicaux libres et hyperhomocystéinémie. Donc, c'est un facteur toxique pour la paroi de l'endothélium et conduit donc directement à son altération. Alors, où est-ce qu'on en est exactement du cholestérol? Donc, le cholestérol, je viens de vous le dire, donc c'est le cholestérol oxydé qui est récupéré par les macrophages à l'origine donc des cellules spumeuses. Mais cet cholestérol, il est indispensable au fonctionnement de l'organisme. C'est un pauvre témoin qui, malheureusement, il est accusé d'être à l'origine des maladies cardiovasculaires. C'est un élément à structure indispensable pour nos membranes. Également, c'est un précurseur d'hormones comme les hormones sexuelles, testostérone, estrogène, progestérone, cortisol, DHEA, de toutes ces hormones. Également des précurseurs de la vitamine D, synthétisée donc dans la peau. Et également précurseur de l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur du cerveau responsable de la mémoire.
D'accord? Donc, le cholestérol, une fois absorbé de l'intestin, il est transporté dans le sang par les cargos qu'on appelle LDL. Et cet LDL, en présence des radicaux libres, il s'oxyde. Et c'est et, euh, et celui-là qui est toxique et dangereux à l'origine des plaques d'athérome. Ce n'est pas cholestérol LDL normal qui lui est complètement innocent dans le processus. Alors, quels sont les facteurs favorisants? Donc, donc, ce sont les facteurs qu'on peut éviter dans notre vie si on veut pour ralentir le processus de cette formation de plaques d'athérome et d'athérogénèse. Et donc le tabac, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour oxyder son cholestérol. Et donc vous savez que déjà une tirette donc, de la fumée de cigarette diminue les réserves de vitamine C tombe à zéro. Hein, donc, il faut vraiment une grosse consommation de vitamine C pour pallier un radicaux libre formé par la fumée de cigarette. Donc, après, il y a tous les polluants divers qui aussi rentrent en ligne de compte. Alimentation pro-inflammatoire qui conduit donc à la formation donc, de l'obésité, aussi manque d'antioxydants conduisent donc à l'inflammation par justement formation des radicaux libres. Et cette alimentation pro-oxydante et pro-inflammatoire qui conduit à la sécrétion des facteurs pro-inflammatoires par la graisse où est stockée toute la réserve, et également donc, la glycation des protéines par excès de sucre qui est très pourvoyeur aussi donc, de formation des radicaux libres. Les aliments industriels, évidemment, avec tous les additifs et polluants, mais ils sont pauvres en micronutriments et antioxydants, donc ça va de pair. Et évidemment, le mauvais équilibre en graisse, donc c'est plutôt toutes ces graisses qu'on appelle gras saturés, trans, c'est les huiles hydrogénées ou trans, donc c'est synthétique, les oméga-6 comme acide arachidonique qu'on trouve dans notre alimentation industrielle qui est encore une fois pointée du doigt. Et donc, ça va de soi, encore une fois, je vous répète, donc l'alimentation qui est pauvre en végétaux et riche en produits ultra transformés est très pauvre en fibres et en antioxydants, donc conduit à ce climat pro-inflammatoire qui fait vraiment le lit donc, de problèmes cardiovasculaires. Et donc, si on mange industriel, forcément, on mange peu d'oméga 3 d'origine végétale ou d'origine marine, donc comme des petits poissons ou végétales, c'est l'huile de colza ou d'autres graisses végétales. Le microbiote, évidemment, est pour quelque chose aussi dans l'histoire, hein, parce que rien que fait d'avoir une alimentation donc, type occidental, junk food, plein de graisses saturées, très peu de fruits et légumes, donc conduit à une perméabilité intestinale qui est à l'origine donc, de cette inflammation par tous les médiateurs de l'inflammation et la porosité intestinale par laquelle donc, les petites LPS, ce sont lipopolysaccharides bactériens, ce sont des fragments de bactéries de putréfaction de l'intestin qui passent la barrière intestinale et entretient ces petits climats inflammatoires qui justement fait le lit de l'athérosclérose ici. Et aussi, il y a une autre voie qui est très intéressante aussi, par la voie métabolique toxique comme TMAO, triméthylamine oxyde. Alors, ça, c'est on ne peut pas le savoir en avance si on est prédisposé génétiquement à avoir ce métabolisme toxique ou non, puisque triméthylamine, elle est synthétisée dans l'intestin à partir de la viande, à partir de la choline qui est contenue dans la viande, et ensuite transportée vers le foie où
enzyme triméthylamine oxydase transforme donc en TMAO et cette TMAO est toxique. Donc les personnes qui n'ont pas l'enzyme fonctionnelle ont une grande quantité de cette substance toxique dans le sang et ça altère directement la paroi interne donc des vaisseaux sanguins qui peut initier donc le processus d'athérogénèse. Donc, ayant une alimentation correcte, équilibrée, ça c'est directement lié à l'alimentation parce que si l'alimentation est riche en fruits et légumes et peu de viande, donc on peut avoir peu de ces métabolites toxiques, même avec une prédisposition génétique. Si on a une bonne flore intestinale, un microbiote qui tient la route, qui fonctionne correctement, on peut atténuer cet effet de ces métabolites toxiques. Alors, petite histoire des oméga 3. Oméga 3, vraiment, ça, ce sont des bonnes graisses qui sont primordiales dans la prévention et dans la santé cardiovasculaire. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Donc, une étude donc, aux antipodes de la Terre, une première étude chez les habitants de la banquise, les Esquimaux, sont bien connus que chez eux, les maladies cardiovasculaires sont très rares, bien qu'ils ne mangent très peu de fruits et légumes, puisque sur la banquise, il n'y a pas grand-chose comme fruits et légumes. Leur alimentation, pour 80%, est composée donc des graisses de phoque, des poissons qui pêchent sous la glace. Et pourtant, leurs artères sont saines, ils ne font pas de problèmes cardiovasculaires. Incidence, elle est de 3,5% contre 40% dans les pays occidentaux. Et donc, le secret, en fait, c'est les oméga 3 qui sont protecteurs parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Ils rendent le sang plus fluide, les membranes sont très souples et donc les globules rouges peuvent se faufiler facilement à travers les petites capillaires, les dernières petites capillaires donc, artérielles pour bien irriguer les tissus et donc éviter donc, l'obstruction par des caillots de sang. Deuxième population qui bat des records de longévité en bonne santé sans maladie cardiovasculaire, ce sont les pêcheurs sur une petite île de Okinawa qui est bien connue donc, pour la longévité et en bonne santé. En plus, il y a des centenaires qui sont toujours actifs, ils ont toujours une vie sociale qui gardent toujours leur commerce et vie tout à fait active en pleine santé. Et le secret, c'est une grande consommation donc, de poissons par jour, jusqu'à 270 grammes de poissons par jour, contre même certains qui sont sur les îles qui ne mangent que 100 grammes du poisson par jour, ce qui est déjà énorme. Donc ça, c'est vraiment les deux études très marquantes. Les acides gras qui font la différence, ce sont les acides gras oméga 3, EPA et DHA, qui sont synthétisés il faut qu'ils soient apportés à notre organisme parce que nous n'avons pas la capacité de les synthétiser. Nous pouvons les synthétiser à partir des précurseurs végétaux qui se trouvent dans l'huile de colza ou les graines de lin, c'est acide linolénique. Qui ensuite, par une cascade donc, de réactions chimiques, nous pouvons donc avoir le EPA-DHA qui, dans la maladie cardiovasculaire, sont anti-inflammatoires. Donc, ils contrebalancent le côté pro-inflammatoire, comme on appelle des mauvaises graisses. Et ils sont intégrés également donc, dans la membrane des cellules pour leur structure de base, parce que vous savez que chaque cellule de notre organisme est composée de double couches lipidiques. Et donc, dans cette double couche lipidique, plus nous avons des oméga 3, plus cette membrane va mieux fonctionner au niveau de la communication cellulaire. Elle va servir aussi des précurseurs donc pour les dérivés anti-inflammatoires quand il faudra en synthétiser. Et aussi, métabolisme des triglycérides, on s'est aperçu qu'en mangeant donc beaucoup d'oméga 3, mais bon, il faut que les doses
de consommation d'oméga 3 soit vraiment très importante par jour pour diminuer le métabolisme des triglycérides. Donc, ça évite les graisses de stockage. L'étude des lions c'est une étude en prévention secondaire, ça veut dire en 1984, c'est une étude historique qui est la championne du monde des études en prévention cardiovasculaire. Il n'y a pas eu d'autres études qui lui est égale à nos jours. Donc, Dr Delorgeril, un cardiologue lyonnais, il a une super idée pour faire une étude pour voir comment l'alimentation méditerranéenne, avec consommation donc, des oméga 3, est-ce qu'elle a une influence sur la prévention cardiovasculaire? Donc, c'était une étude qui initialement a été prévue pour durer 4 ans, mais au bout de 2 ans et demi, donc 27 mois, a été interrompue pour des raisons éthiques, car la différence entre les patients qui mangeaient, qui ont suivi donc, cette diète méditerranéenne contre les conseils médicaux classiques, il y avait trop de différences. Donc, pour des raisons éthiques, ils ont arrêté cette étude. Et donc, le bénéfice de l'alimentation méditerranéenne s'est révélé extrêmement important. Donc, on a inclus 605 patients qui ont présenté au moins un épisode donc, coronarien, donc d'infarctus ou c'était une angine de poitrine où on bénéficiait d'un stent. Et donc, un groupe mangeait normalement et un groupe donc, était encouragé à avoir une alimentation de type méditerranéenne, très riche en fruits, légumes, poissons. Et le génie du docteur Delorgeril, il leur a fait consommer des oméga 3, donc sous forme de huile végétale, donc enfin de margarine végétale à base d'huile de colza. C'était une émulsion à tartiner tous les jours. Alors, je vais faire je pense que je ne sais pas ce que je fais. J'ai perdu ma souris. Ah, désolée. Je sais pas. Voilà. OK. Donc, sur le graphique que nous voyons ici, au bout de 2 ans, même déjà dès le début de l'étude, on voit que le groupe expérimental, donc le groupe qui consommait donc les oméga 3 sous forme de margarine à la base des huiles de colza, qui était coaché pour alimentation santé, il y avait une grande différence au niveau de mort subite et une récidive de l'accident cardiovasculaire. D'accord? Donc là, vous avez une autre présentation. Donc, au bout de 2 ans, il y a eu il y avait une trop grande différence entre l'apparition donc, de notre événement cardiovasculaire. Ils ont été obligés donc d'arrêter l'étude parce que c'était trop gros et personne ne voulait croire que c'était vrai. Mais donc, jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre étude qui a démontré que ce n'était pas vrai, mais ils n'ont pas réussi à avoir autant des résultats. Enfin, ils n'ont pas testé non plus à la base des huiles de colza, tout simplement, comme Dr Delorgeril. Donc là, je voulais vous montrer qu'ici, vous voyez que donc, il y a eu moins de 70% de morts chez les patients qui ont suivi donc, la diète méditerranéenne. Donc, c'est énorme au bout de 4 ans d'études. Il faut noter aussi que chez ces patients, par exemple, le taux du cholestérol d'un groupe à l'autre était le même. Donc, ce n'est pas le cholestérol qui fait la différence sur la mortalité ou sur la récidive de problèmes cardiovasculaires. La prise de poids était comparable dans les 2 groupes. Les triglycérides n'ont pas beaucoup bougé non plus. Donc, sur tous les autres paramètres cardiovasculaires, la tension était aussi comparable dans les 2 groupes, mais ça, c'était des données qui étaient en plus. Mais effectivement, ce qui ressort le plus, c'est donc la consommation des oméga 3 sauve des vies.
D'accord? Ça évite, donc c'est déjà prévention primaire, donc c'est les patients, ça leur évite 70%, ça évite la récidive d'un événement cardiovasculaire et il y a 40% moins de mortalité. C'est énorme. Alors, donc, attendez, parce que je voulais effacer ces trucs, mais je crois que je ne vais pas y arriver. Comment prévenir les maladies cardiovasculaires? Eh bien, quand on sait qu'un tiers des maladies coronaires, elles seraient liées à une consommation insuffisante de fruits et légumes, un AVC sur 10 pourrait être évité également par une consommation régulière des fruits et légumes. Donc, la recette paraît très simple. Il faut juste changer son alimentation. Mais est-ce que c'est facile? 70% des Français sont d'accord que sont concernés par la prévention. Ils voudraient bien de changer leur mode de vie pour améliorer leur santé, mais seulement 14%, selon les enquêtes qui ont été menées, suivent uniquement les conseils de prévention qu'on pourrait leur donner. Ils ont un comportement adapté. Et ça, c'est valable pour tous les niveaux donc, de prévention. Prévention primaire, donc ça, c'est avant qu'on ne tombe malade. Prévention secondaire, c'est pour éviter les récidives, donc de l'événement cardiovasculaire initial, ou la prévention tertiaire, c'est une prévention, donc une fois la maladie cardiaque ou cardiovasculaire, elle est bien installée, mais c'est pour vraiment améliorer la survie du patient. C'est pas gagné alors. Hein. Donc les conseils qu'on pourrait donner aux patients, on pourrait se donner tous, en fait, en résumé. Déjà, ne pas fumer, pour diminuer le stress oxydant, pour laisser un peu d'antioxydants pour nous protéger de d'autres radicaux libres que de toxification du tabac. Maintenir un poids santé, on sait que l'obésité mène au diabète et aggrave les maladies cardiovasculaires et pourvoyeur aussi donc, de l'hypertension artérielle. Avoir une alimentation anti-inflammatoire, faire de l'activité physique adaptée, dormir suffisamment et sous-entend maîtriser donc, le stress. Donc, quelle est cette alimentation anti-inflammatoire? Donc, selon l'étude que vous avez vue tout à l'heure, c'est la diète méditerranéenne qui est maintenant le modèle d'alimentation anti-inflammatoire et prévention cardiovasculaire. C'est une diète, en fait, c'est un style de vie, c'est un tout. Donc, alimentation d'inspiration méditerranéenne, elle est très riche donc, en antioxydants, les vitamines, oligoéléments, minéraux, pauvre en glucides rapides, très riche en glucides complexes, riche en oméga 3, végétal ou animal, parce que les Crétois, ils mangeaient des petits escargots qui, eux, ils mangeaient du pourpier. Donc, ils avaient un apport naturel en oméga 3. Il y a peu de viande rouge, il y a beaucoup de viande blanche, de poisson, peu d'aliments transformés, tout est cuisiné, tout est lactofermenté, cuit, les légumes sont frais de saison, bio de préférence. Alcool n'est pas interdit à consommer avec modération. Donc, quand il s'agit donc des graisses, donc je dis toujours, il ne faut pas manger moins gras, mais il faut manger mieux gras. Donc ici, on va privilégier des bonnes graisses végétales, huile d'olive pour le contenu en antioxydants, le colza non hydrogéné, première pression à froid, bio de préférence. Il y a avocat aussi qui est riche en matière grasse et aussi tous les oléagineux où les graines de lin ont leur part de roi parce que les graines de lin, c'est des oméga 3 végétaux, l'huile de lin, très riche en oméga 3. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une filière du lin, s'appelle Bleu Blanqueur, qui a été créée par
Pierre Weil, c'est un agronome qui a eu cette super idée que si on enrichissait l'alimentation des animaux avec les graines de lin, ils produiraient, parce qu'eux, ils ont ces capacités, produiraient l'alimentation de meilleure qualité et leur viande contiendrait des oméga-3. Donc nous, si on mange ces aliments enrichis en oméga-3, forcément, ça va nous profiter, on augmentera notre quantité de oméga-3 quotidien consommé. Et si vous goûtez la viande ou jambon oméga 3 avec un viande classique non issue de la filière oméga 3, bleu blanc cœur, on trouve que déjà au niveau gustatif, l'aspect déjà de la viande, c'est poulet ou dinde, on peut les trouver au supermarché. Et gustativement, déjà au niveau de la cuisine, la gustabilité est beaucoup, beaucoup plus agréable et on sent qu'on mange la viande de meilleure qualité. Et aussi, il ne faut pas oublier donc, les oméga 3 des petits poissons très riches en oméga 3. Par jour, les doses recommandées sont 1 gramme d'huile de végétale par jour, d'oméga 3 végétaux, et EPA d'origine marine pour son côté anti-inflammatoire, c'est minimum 500 mg par jour, qui est équivalent de consommation de petits poissons 2-3 fois par semaine. C'est ceux qui sont le plus riches en oméga 3. Après, donc, ce qui est important aussi, donc la diète méditerranéenne nous en fournit également beaucoup, ce sont des protéines végétales, de la viande maigre, des protéines végétales avec toutes les légumineuses qui sont à l'honneur. Donc, il faut se réconcilier avec tous ces légumes anciens, légumineuses qu'on a oublié de manger. Donc, pois chiches, pois cassés, haricots blancs, haricots rouges. Nous avons aussi du sarrasin, des lentilles sont à l'honneur. Donc ça, tout cet ensemble varié fournit des protéines végétales de bonne qualité, fournit également, il ne faut pas oublier, beaucoup de fibres prébiotiques dont se nourrissent nos bactéries intestinales. Et consommation de viande blanche avec des protéines végétales nous fournit donc des acides aminés que nous avons besoin pour notre structure des muscles, fabrication des enzymes, anticorps, etc. Mais également des besoins particuliers en arginine, par exemple, qui est nécessaire à la synthèse donc, de monoxyde d'azote, que c'est un vasodilatateur naturel que notre endothélium utilise pour bien fonctionner et en manque de NO conduit à un stress oxydant au niveau de l'endothélium qui l'abîme. Donc, il est indispensable. Aussi, donc, les acides aminés branchés pour maintenir la masse maigre fonctionnelle, leucine, isoleucine et la valine. Il y a aussi la méthionine qui nous fournit qui est contenu surtout dans la viande, dans les produits carnés, qui fournit donc le groupe méthyle pour les gènes, mais aussi pour l'homocystéine et la synthèse du glutathion. La choline qui est aussi nécessaire pour les détoxifications hépatiques. Les fruits et légumes, ils ont une part royale dans cette alimentation méditerranéenne, crus et cuits midi et soir à chaque repas et collation. Minimum 500 grammes par jour, ce qui correspond à peu près à 2 poignées pleines de fruits et légumes par jour. Donc, il faut imaginer la quantité qu'on devrait consommer donc, pour essayer de voir si votre compte journalier est bon. Sont très riches, donc je répète encore une fois, en fibres prébiotiques pour faire du lest donc, dans l'intestin, également nourrir donc, les bactéries intestinales pour maintenir les bioses, et riche en antioxydants complexes, donc polyphénol, anthocyanes, resveratrol, qui sont nécessaires pour la bonne santé des vaisseaux sanguins. Et aussi, il ne faut pas oublier la betterave, qui a beaucoup de vertus en dehors d'être antioxydante, très riche en nitrates, donc pour la synthèse de monoxyde d'azote, les fameux NO, qui luttent contre l'hypertension artérielle et aussi donc sont alcalinisantes, luttent contre cette acidité métabolique par le métabolisme de notre organisme, éventuellement acidité
l'acidité des protéines animales que nous consommons pour garder l'équilibre et éviter les dommages des vaisseaux sanguins. Les épices et aromates pour sublimer les plats que nous mangeons, donc le curry, curcuma, le poivre, toutes les épices, la cannelle, on les replace sans modération dans notre alimentation. Aussi thé vert pour épigallatocatalganine, le café également. Le chocolat pour son côté antioxydant en anthocyane, la richesse également en magnésium. Donc, comme des petites touches pour améliorer le métabolisme, pour essayer de mieux métaboliser les graisses, le sucre, etc., pour moins former de dommages liés à l'oxydation par dysfonctionnement de ces mécanismes. Un petit zoom aussi sur les vitamines. Qui ont leur place dans l'alimentation antioxydante et prévention santé cardiovasculaire. Donc, c'est la vitamine C, B, vitamine E et la vitamine K. La vitamine C, abondante dans toute alimentation, indispensable à notre organisme, puisque nous ne savons pas la synthétiser, donc il ne faut pas oublier de l'apporter en grande quantité par alimentation. Elle a un rôle ici particulier parce qu'elle protège les graisses de l'oxydation. Les graisses de l'oxydation, cholestérol, le fameux LDL. Il ne faut pas qu'il soit oxydé pour ne pas former de plaques d'athérome. Les vitamines B également, donc pour le recyclage donc, des toxines dont homocystéine, ou lutter contre le stress antioxydant. Par exemple, la vitamine B3 qui peut elle aussi être synthétisée dans l'intestin par les bactéries intestinales ou apportée par alimentation. La vitamine E, elle protège de l'oxydation les oméga 3 par exemple que nous consommons pour éviter leur oxydation, comme on appelle le rancissement de l'intérieur. La vitamine K, c'est une vitamine liposoluble, normalement synthétisée par les bactéries intestinales en petite quantité si nous lui fournissons beaucoup de légumes verts, beaucoup de crucifères qui régulent les dépôts du calcium dans le sang, dans le calcium dans les artères. Donc, ça signifie la chronicité de processus donc, de l'athérogénèse. Et donc, la vitamine K, qui nous intéresse dans la maladie cardiovasculaire, c'est la vitamine K2, parce qu'il y a la vitamine K1, donc elle est plutôt responsable de la coagulation sanguine qui est synthétisée par les bactéries intestinales. Et donc, c'est le mécanisme d'arrêt de l'hémorragie, ça c'est la défense, si jamais on se blesse. Donc, la vitamine K intervient dans la cascade de coagulation pour arrêter le saignement, pour éviter que donc on s'évite de notre sang et donc survivre. La vitamine K2, elle a un autre rôle. Elle a un rôle plutôt donc, au niveau de métabolisme calcique qui donc, prévient de la calcification des artères et favorise la bonne calcification osseuse. Donc, elle prévient de l'ostéoporose. Il y a des aliments qui sont très riches en vitamine K2. Le produit phare, ça c'est le produit fermenté, donc comme le soja japonais fermenté, le fameux natto qui est infect, mais il est hyper riche en vitamine K2, contient jusqu'à 900 microgrammes par 100 grammes donc de soja fermenté. Produits fermentés aussi comme fromage, comme vous avez le comté ou d'autres fromages fermentés aussi sont riches en vitamine K2, mais pas autant que natto. Oh là là, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Attendez, voilà. Un petit mot quand même sur le traitement hypolipémiant. Donc, si jamais on se trouve dans le cas de cholestérol élevé, il y a le dogme qu'il faut
baisser ce cholestérol à tout prix pour éviter les maladies cardiovasculaires, pour éviter donc les infarctus, surtout les infarctus, mais aussi les AVC ou les processus donc des plaques d'athérome dans le sang. Mais vous savez que maintenant, le cholestérol, lui, il est pour rien. C'est surtout le stress oxydant et l'oxydation de ce cholestérol qui est dangereuse. Mais bon, ceci dit, on ne peut pas lutter contre les cardiologues. Enfin, en tout cas, c'est difficile. Donc, je voudrais vous donc, dire que les statines, c'est vrai, baissent de façon radicale la formation du cholestérol. Je ne suis pas au partage. Attention. Aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Il faut remettre l'écran. Excusez-moi, parce que... Mais alors, attendez, parce que je ne suis pas du tout... Partage écran. Allez, OK. Je reviens. Hop. On va lancer le diaporama. C'est bon? Voilà, c'est parti. Donc, les statines, c'est un poison cellulaire, il faut le savoir, parce qu'il coupe cette voie de synthèse du cholestérol à partir de AMG coenzyme A. Et donc, il y a ça baisse le cholestérol dans le sang, les cardiologues sont contents, évidemment, il n'y a pas de souci, pas de cholestérol, pas de plaques d'athérome, mais ils ne font pas la différence entre l'oxydé ou pas oxydé. Mais le grand inconvénient de ces statines est également qu'ils diminuent le taux de coenzyme Q10, qui est indispensable donc, dans les mitochondries pour la fabrication de l'énergie. Donc, les cellules qui n'ont plus de coenzyme Q10 non plus. Donc, premier signe que les patients remarquent, ce sont les crampes musculaires. Et deux fois, les statines sont vraiment très, très mal supportées. Donc, nous avons une alternative au cholestérol, aux statines. Donc, c'est la levure du riz rouge. C'est une statine light. Elle n'est pas aussi radicale que les statines. Donc, elle agit de façon moins violente pour couper cette voie de mévalonate pour la synthèse du cholestérol et du coenzyme Q10. Donc, ça, éventuellement, on peut proposer aux patients à la place de statine. Mais donc, il faut faire attention parce que ça peut être contre-productif et conduire encore à plus d'inflammation parce que si le coenzyme Q10 dans la mitochondrie ne fonctionne pas, eh bien, il y a encore plus de stress oxydatif qui est produit et bon, on aggrave finalement le problème. L'activité physique, eh bien, oui, il n'est jamais trop tard pour commencer. Donc, même en phase d'insuffisance cardiaque, donc de la maladie avancée, on a toujours le bénéfice donc, de bouger. Le cœur, c'est un muscle. Le corps, il faut qu'il bouge. Les tissus, il faut qu'ils soient irrigués. Donc, à partir du moment où le sang circule, les performances, l'endurance, l'oxygénation des tissus est meilleure. Donc, on gagne en santé. On a toujours le bénéfice de faire du sport, mais faire que du sport sans avoir une alimentation équilibrée, il n'y a pas vraiment du bénéfice. Il faut que ce soit toujours alimentation et sport, il faut qu'il aille de pair. Et faire du sport diminue le risque donc, de récidive d'accident cardiaque puisque les performances sont meilleures, les tissus sont mieux irrigués, donc il y a moins de risque de survenue de nouvelles obstructions des vaisseaux sanguins, de mort subite ou de récidive de problèmes cardiaques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme activité physique 10 000 pas par jour, hein, c'est un minimum. Ou faire 2-3 fois par semaine 30 minutes d'activité physique adaptée. Donc, pour quelqu'un, ça peut être un footing, mais pour les patients un peu plus âgés ou qui ont un peu plus de difficultés, faire une marche pendant une demi-heure, ça peut être déjà suffisant, monter des escaliers, faire du bricolage, faire du jardinage. Tout est bon à prendre à partir du moment où on bouge. Il ne faut pas oublier de s'hydrater et évidemment bien se nourrir parce que les patients cardiaques ou même ceux qui font, quand on a besoin de reprendre une activité physique après un problème ou même pour garder sa forme, on a besoin quand même d'être bien nourri
à la base. Donc, il faut veiller à un apport en protéines parce que je me rends compte qu'il y a énormément de mes patients qui, malgré les apparences, on ne pourrait pas les croire dénutris, mais ils sont sous-alimentés parce qu'ils veulent perdre du poids, perdre du ventre pour améliorer leur performance, être plus léger, se sentir plus en forme, ils font du sport, etc. Mais ils patinent dans la choucroute parce qu'ils n'ont pas d'apport protéiné suffisant et finalement, ils n'arrivent jamais en fait à s'améliorer. Et donc, avoir l'apport en protéines suffisant permet d'avoir donc un apport en acides aminés branchés pour améliorer donc la masse maigre de l'organisme. C'est elle qui nous donne du tonus et qui nous porte. Et évidemment, les fruits et légumes riches en antioxydants et alcalinisation de l'organisme pour lutter contre l'acide lactique provoqué par l'activité physique et les radicaux libres qui vont de pair avec l'activité des mitochondries, des muscles quand ils travaillent. Bon, voilà. Alors, donc, au niveau des compléments alimentaires, chez DuoLife, hein, il y a des pépites que nous trouvons. Donc, Liquid Gold, ça, c'est un must des patients cardiovasculaires, très riche en huiles végétaux, enrichi en vitamines K2, MK7, donc ménaquinone, issu du natto, qui est indispensable donc pour prévention de la athérogénèse, de l'artériosclérose. Et l'effet de la vitamine K2 se voit au long cours. Ce n'est pas un mois ou deux, bon, c'est déjà bien. Une étude menée sur 3 ans auprès des patients qui ont été substitués en vitamine K2 a prouvé que leur calcification des vaisseaux sanguins, donc au niveau de l'aorte ou des gros vaisseaux sanguins, a diminué. Donc, on gagne de la santé, on enlève des ans aux patients. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à la prendre au long cours. 5 millilitres par jour, ce n'est pas grand-chose. Elle est aussi enrichie en vitamine D, donc il y a 1500 unités par 5 millilitres. L'été, ça peut suffire. L'hiver, ce n'est pas tout à fait la dose recommandée pour l'hiver en supplémentation en vitamine D, mais c'est déjà mieux que rien. Avec toutes les huiles végétales, avec la proportion Gold, c'est pour ça que ça s'appelle liquide Gold 5 pour 1. Donc, vous avez vraiment un équilibre avec toutes les huiles végétales indispensables pour le bon fonctionnement donc, de notre système cardiovasculaire et la prévention. Vous avez vu l'effet d'huile de colza, donc huile végétale en fait, oméga 3, qui était sur la santé cardiovasculaire. Je voudrais vous dire aussi un mot sur le dernier né donc, de la gamme DuoLife, les protéines végétales, en complément en fait pour tous. On se rend compte que notre alimentation, la viande, c'est pas bon, mais on ne compense pas l'apport en protéines forcément en quantité suffisante. Si on réduit les calories, on réduit un peu de tout, donc on réduit aussi l'apport protéiné qui est indispensable donc, pour le bon fonctionnement. Si on veut perdre du poids, donc il faut avoir un apport en protéines suffisant. Et donc, Slim Shake, Shape Code, c'est une gamme qui est vraiment très prometteuse. Donc, ce sont des protéines uniquement végétales, issues du pois chiche ou des protéines de levure Saccharomyces, qui sont enrichies donc, en acides aminés branchés. L'avantage, évidemment, comme tous les produits DuoLife, sont enrichis avec des antioxydants et des épices. Donc, vous avez il y a du curcuma, il y a du curry, il y a une troisième, je ne me rappelle plus, le mangustia pour permettre d'améliorer Garcinia pour améliorer le métabolisme glucidique. Et aussi, évidemment, les prébiotiques, les firmes de inuline issues de chicorée,
qui est un produit complet et vraiment pour compléter cette alimentation antioxydante, garder en apport en protéines, parce qu'elle est finalement les protéines végétales, on n'en mange pas tant que ça, ça ballonne, donc souvent les légumineuses sont pas bien passées, ne passent pas toujours très bien. Donc là, c'est un très bon complément alimentaire, à savoir donc une portion, ça fait une demi-portion de protéines par repas. Donc, si on veut, par exemple, faire un petit déjeuner slim shake, il faut 2 doses. Pour avoir 15 grammes de protéines, 16 grammes de protéines, ça fera un petit déjeuner complet ou idéalement, on peut le consommer en boisson après un effort physique pour préserver la masse musculaire. Voilà. Procardiol, c'est un petit cocktail de antioxydants. Donc resveratrol, les polyphénols, les resveratrol donc du raisin rouge, grenade, hibiscus, ce sont des polyphénols aroniens en vitamine C qui ont une action anti-inflammatoire, antioxydante, donc protectrice au niveau de l'endothélium, aussi au niveau donc de toute la paroi artérielle de vaisseaux artériels, donc vaisseaux sanguins, contre l'épaississement, c'est alcalinisant, ça lutte contre le stress oxydatif, ça favorise la synthèse donc, de NO qui est vasodilatateur et protecteur de l'endothélium. Donc, on protège nos vaisseaux sanguins avec Procardiol, 1 ou 2 par jour, c'est pendant quelques mois, à compléter chez des patients qui ont un grand stress oxydatif avec une inflammation de bas grade qu'on remarque sur les marqueurs sanguins. Pour lutter contre cette inflammation de bas grade, c'est bien de l'associer pendant quelques mois jusqu'à normalisation avec du Proselect qui est vraiment antioxydant très puissant avec une action sur le système immunitaire avec Reishi shiitake, donc ce sont des bêta-glucanes issus de ces champignons qui, via microbiote, améliorent les performances de notre système immunitaire pour l'orienter dans le bon sens. Éviter trop d'inflammation. Procoltérol, certes, donc ça c'est pour les patients qui ne supportent pas les statines et tant que le cholestérol avec alimentation n'est pas équilibré, donc c'est bien de le prendre. Il est également, comme toute la gamme Duolife, il est très riche donc, en fibres prébiotiques, donc ils vont améliorer leur fonctionnement intestinal. Et il y a aussi de l'ail qui a une action antioxydante et protectrice donc, des vaisseaux sanguins. Les phytostérols, donc Bacopa, tout ça, cette action monacholine vitamine K, donc c'est une action synergique pour optimiser le fonctionnement de vaisseaux sanguins, aussi lutter contre le stress oxydant, tout en baissant le cholestérol. Et voilà, je vous remercie, ce sera tout pour ce soir. On va mettre le micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation encore claire et très intéressante. On a des questions pour vous. Alors, la première, est-ce qu'il faudrait abuser du poisson contre les idées reçues qui indiquent qu'il ne faut pas trop abuser des poissons? Est-ce que vous conseillez seulement 3 fois par semaine ou plus? C'est un minimum syndical, hein? D'accord. Donc, c'est possible plus? Les Esquimaux se nourrissent que de poissons en fait, hein. Donc si quelqu'un ne mange que de poissons et ne mange pas de viande, il n'y a pas de souci, hein. Mais bon, si on a envie de manger une viande, en ce moment-là, on se fait plaisir, on va chez le boucher, on achète la viande de bonne qualité, c'est la vache qui a brouté de l'herbe de saison et déjà, donc cette qualité de viande, elle sera comme l'herbe que la viande a brouté, donc, que la vache a brouté, donc au moins on se fait plaisir, on ne mange pas la viande en barquette, on ne sait pas d'où elle vient, hein. D'accord. Donc, Alors, après, au niveau des poissons, on peut nuancer. Donc, on conseille toujours des petits poissons, comme les sardines, harengs, maquereaux et compagnie, parce qu'ils sont plus riches en oméga 3 que les gros poissons. D'accord. Alors, justement, sur ce sujet de maquereaux, il y a une personne qui demandait ce que vous pensiez des sardines et des maquereaux en boîte.
Est-ce que par rapport aux poissons frais, est-ce que ça apporte les mêmes nutriments? C'est toujours mieux que rien. D'accord? C'est pas toujours évident d'avoir du poisson frais. Les maquereaux ou les sardines en boîte, c'est bien, mais il faut faire attention quand même parce que les boîtes, il y a du bisphénol D'accord. au niveau de l'intérieur des boîtes de conserve. Et si on en mange tous les jours une boîte de conserve, donc on risque monter les toxines, ce qu'on voudrait éviter. Vous voyez, donc moi, de temps en temps, une fois par semaine, manger une boîte de sardines, c'est tout à fait faisable. C'est plutôt pour le contenant, en fait, que le contenu. Ah ben, alors après, on achète les sardines à huile d'olive hein, D'accord. ou à l'huile Pas de la coco. tomate, etc. Ça peut être La tomate, mais il faut moutarde. regarder. Ben, il faut lire les étiquettes. Donc, il faut voir avec quoi la conserve a été faite. Hein. D'accord. Et pareil pour les poissons congelés, par rapport aux informations concernant les intoxications, est-ce que Bon, vous après, avez... congelé, donc si c'est congelé sans décongélation au milieu, donc il n'y a pas de souci. Après, si vous prenez du panga, c'est même pas un poisson, c'est une espèce de synthèse qu'on appelle poisson. Donc, C'est pour se donner bonne conscience. voilà. Non, non, ça peut être effectivement toxique parce que D'accord. c'est fait en Thaïlande ou je ne sais plus dans quel pays. Euh, D'accord. c'est arrosé avec plein de pesticides, toxiques, antibiotiques, les facteurs de croissance. Donc, c'est vraiment, il pousse presque à vue d'œil, mais c'est tout sauf un poisson, quoi. Donc, ça n'existe pas. Hein. D'accord. Mais les filets de poisson, je sais pas, le cabillaud, lieu noir, je sais pas Alors, saumon, c'est plutôt oméga 3. Souvent, les saumons sauvages, certes, saumon sauvage, c'est oméga 3, mais dans le commerce, il y a beaucoup de saumons d'élevage. Oui. D'accord? Donc, on ne sait pas avec quoi ils ont été élevés, avec quoi ils ont été nourris. Donc, souvent, ils contiennent quand même des oméga 6 parce qu'on leur donne des farines de maïs ou je ne sais pas, d'autres nutriments là, et qui font que c'est vraiment pas très, très toujours riche en oméga 3. Et pour les femmes enceintes, par exemple, du thon, les gros poissons sont déconseillés par rapport à le contenu de mercure. D'accord. Parce que plus le poisson vit dans l'eau, plus il détoxifie la mer. Il se concentre en fait en mercure et en métaux lourds. Donc, c'est privilégier vraiment les petits poissons qui n'ont pas eu encore le temps de trop s'égorger de ces métaux lourds. D'accord. Donc c'est pour ça, pour le fait que ça soit petit, que Oui, c'est intéressant. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, on a une question concernant les produits à base de lactose. oui. Qu'est-ce que vous pensez sur l'incidence que peuvent avoir ces produits sur le cœur, sur Alors, c'est produits laitiers en fait en général, je pense. Parce que lactose, c'est un sucre qui est contenu dans le lait. Mhm. Et on dit intolérance au lactose, ça veut dire qu'on n'a pas d'enzyme qui digère cette lactose. D'accord? Donc, ça qui donne des ballonnements et des diarrhées, c'est les gens qui, souvent, qui ne supportent pas le lait. Oui. C'est différent de protéines donc, contenues dans le lait, que elles, donc, c'est comme un produit laitier, en fait, c'est toujours acide. Et donc, chez les personnes sensibles, ça peut déclencher des troubles digestifs, ça peut déclencher aussi donc une inflammation, ça peut se voir donc au niveau plutôt des articulations qu'un problème cardiaque. Donc, on peut manger des produits laitiers, oui, mais en petite quantité, lactofermentés, donc chèvre ou brebis, style yaourt grec, c'est très bien. Mais D'accord. ne pas consommer des grandes quantités de produits laitiers à l'âge adulte. On a fini notre croissance, on n'a pas besoin autant de calcium. Ça, il faut se dire reçu. Hein. Oui, c'est ça. C'est que finalement, en tant qu'adulte, on n'a pas besoin Voilà. d'en consommer beaucoup. Très bien, merci. Alors, ensuite, on a des questions plutôt sur les produits. Est-ce que le liquide Gold est conseillé pour un enfant de 11 ans? Ah oui, tout à fait. 5 D'accord. millilitres par jour. Oui, Combien? 5 millilitres par jour. 5 Une minutes par cuillère à jour. café. Très bien.
Alors, une autre personne demande pour son fils. L'enfant, je suppose qu'il ne mange pas beaucoup. En plus, il a un super bon goût noisette. C'est vrai, ça passe vraiment très bien. Oui, c'est vrai que c'est bon. Mm. Et pour un enfant qui a une cardiopathie, alors exactement une stérose supravalvulaire aortique, quel complément alimentaire, donc de chez BioLife, vous conseillerez à ce... Alors, donc là, on n'est pas dans la maladie cardiovasculaire euh, style maladie moderne de société Oui, épidémiologique moderne, d'accord, maladie mm, métabolique. On est plutôt dans la malformation. Donc, oui, cet enfant a besoin d'une alimentation équilibrée, riche donc un peu en tout, surtout donc en bonne graisse oméga 3. Donc, je ne sais pas quel âge il a. c'est pas précisé, la personne. Donc, il faut qu'il mange de tout. Il a besoin donc de vitamines, de multivitamines, un peu comme tout le monde. Et donc là, je ne sais pas trop D'accord. si la personne attendrait d'autres, hein. 11 ans, Ah, il a 11 ans. oui. Eh bien, pour sa cardiopathie, malheureusement, ça, c'est un problème qui est de l'ordre de la malformation. Donc, les compléments alimentaires ne feront rien, mais c'est en prévention de bonne santé. À 11 ans, il peut prendre par exemple euh, Blood. Mais bon, ok. Blood et oméga 3, pas de problème, hein. Après, il mange de tout, hein. Très bien. Alors, ensuite, on a, merci, une question concernant une personne qui aurait un problème de fatigue prématurée du cœur, précisément une valve cardiaque rétrécie. Est-ce Mhm. que c'est fatalement héréditaire, demande-t-elle. Ah non, c'est pas fatalement héréditaire. Donc, ça, c'est l'évolution donc, de problèmes cardiovasculaires Mhm. conduit donc à la calcification des vaisseaux sanguins et aussi à la calcification des valves cardiaques. D'accord, qui fait qu'après, elles dysfonctionnent. Elles sont souvent, soit elles font que le passage du sang est très serré ou manque d'étanchéité. Donc, il y a des fuites. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, le liquide Gold, la vitamine K est tout à fait indiqué, hein. Avec tous les antioxydants, toujours les mêmes conseils, c'est toujours indiqué, il n'y a pas de souci, il faut soutenir la fonction cardiaque. Très bien, merci. Ensuite, on a une question concernant le procardiol. A-t-il le Oui. même impact Pardon? par... A-t-il le même impact donc, pour l'hypotension artérielle que pour l'hypertension? Est-ce qu'il fonctionne dans les deux cas? Euh, L'hypotension artérielle, en fait, il faut voir l'origine, hein, de l'hypotension artérielle. Donc, est-ce que c'est constitutionnel, que c'est tout le temps que la tension est basse? Ça ou c'est l'hypotension qui est, vous savez, les gens souvent au changement de position assise, debout ou couché debout. Donc c'est là où il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est pas tout à fait lié au même mécanisme, mais voir enfin, dans le contexte de la personne, si elle a déjà des problèmes artériels de façon générale, est-ce qu'elle a fait un Doppler, que les artères seraient un petit peu épaissies. Donc, en ce moment-là, avec l'âge, faire une cure quelques mois de procardiol, ça pourrait être bénéfique, ça pourrait régulariser La situation. la situation, tout à fait. Alors, on a d'autres questions, excusez-moi, j'ai pas le temps de les noter. Je vais vous les lire tout de suite. Alors, vous avez beaucoup de remerciements. Une fuite valvulaire aortique est-elle irréversible, toujours pour le même enfant de Oui. 11 ans? Oui, Oui, non, pardon, donc j'écoute. pardon. Est-ce qu'une fuite valvulaire aortique est irréversible pour cet enfant de 11 ans qui a la sténose supravalvulaire aortique? Je ne suis pas chirurgien cardiaque, je ne sais pas vraiment Vous ne pouvez avec pas ces vraiment questions, répondre qu'est-ce avec que je pourrais précision. lui répondre. Donc, je pense que les médecins qui suivent cet enfant lui ont expliqué. Ouais, on peut très bien vivre avec une fuite aortique en préservant la bonne santé des vaisseaux sanguins au maximum.
donc avec les antioxydants pour éviter justement endommager la paroi interne de l'aorte et la paroi interne du cœur, bien irriguer donc le cœur pour que les vaisseaux soient bien perméables. Et ça, bon, après, je ne sais pas trop. Je sais pas. Vous réservez la réponse à un cardiologue. Voilà. Très bien. Mais Merci. c'est toujours le même conseil qui s'applique en fait. Hein. D'accord. Alors, concernant le cœur encore, peut-on calmer la tachycardie et le souffle au cœur avec du procardiol et une alimentation équilibrée? Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de lobépine hein, dans le procardiol, mais tachycardie, ça dépend. Si, après, on rentre dans les vraies maladies cardiaques. Donc là, on est en complément alimentaire. Ce ne sont pas des médicaments. D'accord? Donc, si on rentre dans une pathologie particulière comme tachycardie ou des arythmies, les compléments alimentaires, c'est en prévention. D'accord. Qui n'apparaissent pas pour éviter les récidives ou optimiser le terrain du patient pour qu'il puisse vivre au mieux de ses capacités. Mais après, ce ne sont pas des médicaments. C'est ça, très important de le préciser. On est dans les compléments On est dans alimentaires. des compléments alimentaires et on ne se substitue pas au Tout à médecin. fait. Enfin, vous l'êtes, vous pouvez vous permettre. Mais en tout cas, les autres distributeurs, on a intérêt à renvoyer les personnes sur ces questions-là vers leur médecin avant de... Ben oui, oui. Donc, ben, c'est sûr qu'optimiser, c'est toujours bon. Hein, mais après, il y a des maladies qui sont particulières, donc ça ne fait pas tout. Hein. C'est ça. Très bien. Bah, écoutez, je crois que, sauf erreur de ma part, je vous ai posé toutes les questions qui vous ont été posées. Parfait. Voilà, vous avez beaucoup de remerciements. Je me joins à tout le monde pour vous remercier vraiment beaucoup pour cette présentation. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et je voulais juste dire, moi, j'ai choisi une tasse là pour monter. C'est la crête. Donc, vous voyez, vous avez parlé beaucoup du... L'alimentation crétoise, c'est vraiment le modèle d'alimentation santé aujourd'hui. Super. Moi, ça m'a rappelé un voyage en Crète où j'avais acheté cette tasse et je me suis dit qu'effectivement, bah, c'est un Ah bon ben, signal. ils mangent toujours traditionnel, les Crétois? Bah, moi, là-bas, en tout cas, j'ai bien mangé. J'ai mangé bien vert et bien, Ben oui, les fruits et bien comme légumes sont à l'honneur, hein, en fait. c'est ça. Et puis, en tant que méditerranéenne aussi, bah, c'est un peu dans ma culture aussi. Donc, ça me conforte. Voilà, c'est des petites Ben, c'est signes comme parfait. ça. C'est vrai. Vous êtes sur la Méditerranée, non? Vous êtes à Nice? Oui, moi, j'habite à Oui, Nice. donc Ouais. on est quand même bien placé ici pour avoir de facilité à manger correctement. C'est ça, c'est ça. On a quand Mais même. dans chaque région, c'est peut-être pas forcément la diète méditerranéenne, mais chaque région regorge de ses spécialités, des fruits et légumes peut-être plus locaux, mais qui ont les mêmes vertus antioxydantes. Et les autochtones ont les plats traditionnels qui finalement font le même job que la Méditerranée en fait. C'est ça. Il faut juste aller les repérer et mangeons local. Je pense Exactement. Donc, qu'on peut conclure comme ça. quand on fait ses courses, il faut passer devant les rayons là, vous voyez, qui clignotent le plus en promotion, C'est ça. etc. Aller chercher vraiment les bons aliments en fond et se faire plaisir en cuisinant et on retrouve les saveurs et notre corps, les gènes se rappellent comme ils mangeaient avant et finalement, on est en accord avec soi-même, avec nos gènes et puis en harmonie et puis finalement, on remercie pour ces bons repas, quoi. Absolument. Ça, c'est le beau mot. C'est la gratitude. En tout cas, nous, on a beaucoup de gratitude de vous avoir chez Biolife et d'avoir ces qualités d'enseignement. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, Merci j'espère que infiniment. bientôt on pourrait se voir en vraie vie. Ah bah carrément, hein, on attend. On attend. Bon, ben, à la prochaine. Alors, donc, prochain Zoom, c'est l'intestin. Super. Voilà. On descend. Et vous avez la date, docteur, déjà? Je crois que c'est 4 mars. Eh bien, parfait. 4 février, 4 mars, ça va être Je crois que c'est le mémotechnique. jeudi 4 mars. Très bien. On essaiera d'être à l'heure. Merci à tous d'avoir patienté en tout cas. Et puis, merci encore Merci à à vous, vous. docteur, et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne À soirée à la tout le prochaine. Au monde. revoir. À plus tard.